Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. « 11h04 sur Alger 3, Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie a un point de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire hier 5-1 face au Togo. Une équipe nationale à deux visages, dominatrice en première mi-temps mais manquant de réalisme en revanche. Coaching gagnant pour l'entraîneur Petkovic, l'incorporation de Boudaoui a stabilisé le milieu, une équipe nationale qui a déroulé sur la seconde mi-temps, marquant 4 buts face à une équipe du Togo qui s'est complètement écroulée. L'animation défensive des Verts, l'un des gros chantiers qui attend le staff technique dans la perspective d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et des éliminatoires pour le Mondial 2026. Le match retour face au Togo prévu ce lundi à 17h à Lomé. On y reviendra. On reviendra sur tous ces sujets avec notre invité qu'on aura au téléphone, en l'occurrence Morad Wardi, pour l'analyse de la rencontre. On parlera des U20 également qui préparent le tournoi UNAF. C'est un sujet préparé par Hamza Rahmouni. Al-Bayed en grosse difficulté. Les joueurs ont déposé le maillot au centre du terrain pour protester contre le fait que les dirigeants n'aient pas tenu leurs engagements. Reportage signé Ali Hamouche. Et on parlera du maillot de l'équipe nationale. Si vous voulez un maillot, vous pouvez l'acheter aux États-Unis ou au Canada, en Algérie ou à Marseille. En Algérie, point de maillot, point de vente du maillot de l'équipe nationale. Et la présentation, au lieu de se faire en Algérie, où il y a le plus d'Algériens, où on est tous supporters de l'équipe nationale, non, on a préféré faire une présentation à Marseille. Vous allez me dire, eh bien, c'est à ne rien comprendre, mais ça, c'est les faits, et les faits sont têtus. 11h06, il est avec nous en direct. Morad Wardi, bonjour. Les faits sont têtus, bonjour à vous et à nos chers auditeurs de la chaîne 3. Si vous voulez acheter le maillot, il faut le commander aux États-Unis ou au Canada. Hein. Si vous aimez le maillot, vous voulez acheter le maillot de l'équipe nationale. Voilà. C'est là-bas où se trouve le. C'est comme si que là-bas il y avait le plus d'Algériens. Mais bon, on va me dire, c'est du business. C'est vraiment, on va sortir cet argument qui tient pas la route, alors que on présente le maillot à Marseille, mais ça j'y reviendrai à la fin de l'émission. On va revenir sur le match d'hier, je le disais. Victoire 5-1, l'Algérie à 1 point d'une qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 3 victoires sur 3, une équipe nationale à deux visages, une équipe dominatrice en première mi-temps, manquant de réalisme, se faisant prendre, rappelons-le, contre le cours du jeu à la 12e minute de jeu suite à une mésentente Tougaï, Alexis Gendouzi, et puis il y a eu ce superbe but de Brahma, une frappe pleine de spontanéité, un but partout. Mais les Togolais, eh bien, ont eu 3 occasions de scorer sur la première mi-temps sur des transitions défense-attaque qui ont mis notre défense en difficulté. En seconde mi-temps, coaching gagnant pour l'entraîneur, changement, Zorgan sort, Boudaoui rentre, stabilise le milieu de terrain et on l'a vu après, l'équipe nationale a déroulé sur la seconde mi-temps. Avec un doublé Brahma sur penalty, il y a eu Awar, il y a eu Gouiri également qui a marqué. Donc voilà sur les 5 buts de notre équipe nationale. Alors avant de vous retrouver, je le rappelle, Morad Wardi, on va écouter tout d'abord l'analyse de l'entraîneur Petkovic. Sicuramente la première chose, c'est que je suis content parce qu'on a gagné le match et surtout je veux féliciter mes joueurs pour ce match qu'on a gagné contre le Togo. On est bien rentré dans le match, on a bien géré le match au début. Pendant la première mi-temps, on a quand même eu entre 12 et 13 tirs au but adverses. Parfois, on a aussi compliqué la tâche, on s'est compliqué la tâche, on n'a pas été assez précis. De la phase offensive, si on parle de phase offensive, je peux être content aussi de la première mi-temps.
Tandis au contraire, dans la phase défensive, dans la première mi-temps, on a fait trop d'erreurs. On n'a pas été assez conséquent. On a encaissé un goal assez évident dans sa façon. Et normalement, quand tu encaisses un but comme ça, ils peuvent te casser les jambes et te mettre vraiment en difficulté. Et nous, on a démontré un très bon caractère, de la positivité à l'intérieur de l'équipe, et on l'a démontré. Et le but du 1-1, il n'est pas tombé par hasard, on l'a mérité, on aurait même pu aller déjà à la première mi-temps avec un but d'avantage. Un goal abbastanza evidente. Mourad Wardi, vous venez d'entendre l'entraîneur national, l'analyse qui fait de la rencontre. On va revenir avec vous sur ces 90 minutes. J'ai bien dit, on avait une équipe à deux visages, dominatrice en première mi-temps, tirant 16 fois au but, 75% de possession de balles, mais dans le même temps encaissant un but. On a vu également les Togolais ratant deux occasions de scorer. L'équipe nationale est revenue suite à une superbe frappe de Brahma, pleine de spontanéité, qui est partie se loger au fond des filets. Score à la mi-temps, un but partout. Restons sur cette première mi-temps. Mourad Wardi, c'est vrai, on a dominé, on a tiré au but, mais il a manqué la réussite, mais également des lacunes sur le plan défensif. Ce que j'ai retenu, il y a une évolution positive de l'équipe, de match en match. Maintenant, Petkovic, il est nouveau, il a quelques matchs qui a pratiquement lui donné un petit peu, a fait qu'il corrige certaines imperfections, mais les imperfections aussi restent juste à l'heure, et vous l'avez si bien dit, le volet défensif reste pour le moment un casse-tête. Est-ce que uniquement le volet défensif, ou à même de dire que le milieu de terrain reste aussi une question à poser, et des éclaircissements parfois importantes que Petkovic doit résoudre. Une équipe, c'est une communion entre les compartiments, mais quand il y a une faille dans un compartiment, c'est toute une équipe qui prend le coup. Heureusement qu'hier, l'Algérie a poursuivi un sans faute, Brahma, qui a porté l'Algérie vers un troisième succès, doublé 29e et 55e. Même ayant été menée, je dirais l'Algérie n'a pas abdiqué. Au contraire, c'est une équipe qui a montré du caractère. Oui, du caractère. Elle a été rayonnante pendant pratiquement la partie. Et de ce fait, elle se rapproche grandement à la qualification avant l'heure. Un point, il manque plus qu'un point. Un point du Togo, peut-être ils vont confirmer au match retour la prestation d'hier, avec quelques retouches que doit prendre en considération Petkovic. Je dirais que pratiquement le pressing très haut de notre équipe dès l'entame du match hier n'a laissé pratiquement aucune chance à l'équipe togolaise d'asseoir convenablement son jeu. Même si notre équipe a laissé des espaces en se mettant parfois en danger, je crois que la deuxième mi-temps a été... on a vu sur la première mi-temps, on a vu que les lignes étaient coupées tout de même. Il y avait une les lignes défensivement, sur les replis défensifs, il y avait beaucoup de retard. Parce que je crois que les deux récupérateurs, je crois qu'on a joué avec un 4-2-3 en première mi-temps. Ensuite, on a joué avec une pointe derrière, celle de Zavokli, et deux pointes devant qui ont donné de la percussion offensive dans les intervalles entre Mahrez, Bounjah et Brahma. Tour à tour, je dirais que Awar et Boudaoui, ils ont cette qualité. Et vous savez que le milieu de terrain dans le football moderne, c'est le cœur du jeu, c'est le cœur du jeu. C'est le cœur du jeu, et ce n'est plus un porteur d'eau, c'est un porteur d'eau qui donne des solutions offensives dans les 1-2, dans la percussion, dans les tirs, en attendant les deuxièmes balles. Et d'ailleurs, les deux buts qui ont été marqués, je crois, le troisième et le quatrième de Guiri et de Awar, je crois que c'est les deuxièmes ballons qui ont fait la différence, qui ont donné raison au changement fait par Petkovic. Alors là, moi je voudrais rester également, vous l'avez dit, on l'a vu première mi-temps, on domine, j'ai dit 75%, c'est les stats qui parlent, 16 tirs, mais il a manqué la réussite.
pour un seul but. Mais je crois que, comme vous le savez en football, c'est comme... Quand je dis, moi, j'ai employé le mot réussite, moi je dirais plus. Il a manqué ce dernier jet, cette dernière passe capable justement de mettre en difficulté cette défense togolaise pour pouvoir inscrire. Un peu de retard toujours sur les transmissions. C'est ce qui a fait que, c'est vrai qu'on a dominé, mais on n'a pas marqué. Un seul but. Et c'est l'une des raisons que je crois que Petkovic a recadré un petit peu le milieu de terrain pour se mettre dans les deuxièmes ballons, même si dans la transition... Avec la sortie de Zorgan. Oui, avec la sortie de Zorgan en mettant sur le flanc droit Boudaoui. Donc je crois que en entamant ces changements, l'équipe nationale a su mettre, convenablement ses actions offensives en procédant à la récupération des deuxièmes ballons. Il y avait beaucoup plus de rythme sur la seconde mi-temps. Oui, donc il fallait fatiguer, il fallait récupérer les ballons au milieu de terrain et les transformer vite en action offensive. C'est ce qu'on a vu pratiquement en deuxième mi-temps, même si il y avait des imperfections dans certaines actions où beaucoup de transitions ont été, je ne dirais pas positives à l'équipe togolaise, mais faisaient un danger permanent à nos défenseurs. On avait une équipe du Togo qui s'est complètement écroulée sur la seconde mi-temps avec un Aouar, vraiment un Aouar. On a vu du grand Aouar hier. Aouar, il faut le mettre en confiance. Hein. Vous savez, il est passé d'une situation un peu, je dirais, dramatique. Hein. Il s'est vu international français, ensuite tout à coup... Il s'est vu grand espoir du football français, puis du coup il s'est complètement éteint. Ah oui, là c'est le mental qui prend le coup. Donc il faut travailler le mental, parce que les qualités intrinsèques de ce joueur, on les connaît bien. Maintenant, il faut le mettre davantage en confiance, parce qu'il cherche cette confiance qu'on ne lui a pas donnée jusqu'à l'heure. Même si avec Petkovic, il est dedans pratiquement constamment, mais avec le temps, il faut encore lui donner plus de confiance pour qu'il puisse redynamiser cette équipe sur un plan offensif, parce que le jeu offensif existe, mais beaucoup de maladresse devant les buts. Très bien. On va écouter Petkovic maintenant sur l'animation défensive, qui reste l'un des gros chantiers pour l'entraîneur national. L'animation défensive, et on l'a vu hier par 8 fois, les Togolais ont mis en difficulté la défense, ou disons le bloc défensif de notre équipe nationale. Et ça s'est joué sur des transitions défense-attaque en 3 touches de balle sur la première mi-temps. Alors, face au Togo, c'est passé, mais face à une équipe avec tout le respect qu'on doit au Togo, mais une équipe de notre calibre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. On écoute sa réponse. Certe volte, soprattutto al primo tempo, eravamo un po' naïfs. Je pense que vous avez compris, il a dit que la première mi-temps, parfois on était un petit peu naïf. E abbiamo male gestito 1 contro 1. Pas bien géré des situations de 1 contre 1. Siamo stati primo tempo un po' troppo scoperti su parte destra davanti alla difesa. Pendant la première mi-temps, on a donné trop d'espace et de liberté à l'adversaire dans notre partie droite. E questo abbiamo corretto il secondo tempo. On a apporté des petites corrections pendant la mi-temps. E penso, l'ultima, la prima cosa dovevo dire è che questa squadra anche di Togo non è male. Et une chose que le coach veut absolument dire, c'était pas la dernière qu'il fallait dire, mais il veut aussi dire que l'équipe de Togo, c'est quand même une bonne équipe. Oui, bon, il me semble qu'il n'avait pas compris la question. Avec le respect, j'ai bien dit qu'on doit au Togo, mais face à une équipe de notre calibre, ça peut être beaucoup plus compliqué, Mourad Wardi. C'est vrai qu'il parle du compartiment défensif, mais pratiquement, si on parle de la défense... Je parle de l'animation, je reviens, moi, c'est l'animation, hein, l'animation défensive. Ah oui, l'animation défensive, c'est une comptabilité, comment dirais-je, complète, hein, c'est pas uniquement la défense. Voilà. Vous deviez savoir que l'équipe nationale, elle est dans la vitesse excessive, et par la même, elle fait dans la précipitation. Cette précipitation fait dans la reconversion, parce que aujourd'hui, le football se joue avec un bloc. Et dans cette reconversion, des espaces s'ouvrent.
On est trop vite et on n'est pas rapide dans la reconversion. Cette non-rapidité dans la reconversion donne raison un petit peu et on s'ouvre dans des espaces qui laissent, entre guillemets, des boulevards. Hein, et trop souvent, et on l'a vu sur... La cohésion défensive au milieu de terrain et attaque, elle se fait sentir par des erreurs, je dirais, lamentables. C'est pas des erreurs où on a été Par exemple, donnez-moi pour que l'auditeur puisse comprendre. Revenons sur une ou des situations où on s'est complètement raté. Hier, le but de Tougaï et le gardien Gendos. Ça, c'est une mésentente. C'est une mésentente et c'est l'une des raisons que quand on se met dans la non-clarté de cette reconversion, pratiquement on est serein. Et cette sérénité fait défaut à notre défense. Donc là, je dirais qu'il faut qu'il y ait une complémentarité. J'ai vu également, sur une occasion, ils auraient pu marquer les Togolais en première mi-temps, sur trois touches de balle sur leur côté gauche, c'est-à-dire sur notre côté droit. Et c'est des balles qui venaient de derrière. Ça veut dire en 3 touches. En 3 touches. Donc il se devait qu'il y ait déjà des forces défensives devant. 1 par les attaquants, 2 par les milieux de terrain et 3 ensuite par les défenseurs. 3 passes, ça veut dire qu'on a mis 2 compartiments out en 3 passes et c'est de là que trop souvent on n'a pas le temps de se recadrer convenablement en défense et on fait des erreurs, comment dirais-je, de primaires, hein, des erreurs qui font peur si on avait devant nous une équipe plus aguerrie. Alors, vous l'avez dit, c'est l'un des gros chantiers, le milieu de terrain, la défense pour l'entraîneur de l'équipe nationale. C'est un gros chantier dans la relationnelle. Dans la relationnelle, on n'a pas le choix aujourd'hui, et c'est les mêmes défenseurs. Il a le Mendy qui peut jouer à il dépanne sur le côté droit, Mendy. Il est plus dans une position d'action. Il faut le souligner. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je voudrais également rendre hommage à ce joueur sans sélection. Sans sélection. Ça montre sa longévité en équipe nationale. Ça méritait d'être souligné. Ah oui, je dirais que c'est un joueur, il a été... c'est un modèle comme joueur. Hein. C'est un modèle, il faut le prendre comme modèle. C'est quelqu'un de très gentil, de très calme. Au-delà de ses qualités footballistiques, sur le terrain, on l'a vu comment est-ce qu'il oriente. Il se comporte en leader. Un leader, il se donne à fond, il est là, il est présent. Même parfois, s'il n'est pas en forme, il compense ça par sa volonté d'être présent mentalement avec l'équipe. Donc, je dirais que c'est un modèle qu'il faut prendre comme exemple. Puisqu'on a parlé de la défense, on va rester sur un autre joueur qui, pour moi, a passé un cap, hein, vraiment de niveau mondial. C'est Ben Sebaini. C'est un joueur que j'ai beaucoup de respect. C'est un joueur qui a les qualités d'un joueur de haut niveau. Hier, il était là au moment voulu, hein, sur certaines actions. Il était là au moment voulu et il a corrigé certaines imperfections tout le monde a vu. Il prenait beaucoup de cartons, il rouspétait beaucoup. Mais ces derniers matchs, on a vu un autre Ben Sebaini avec un comportement hors pair. Moi, il me semble qu'il a gagné. Si je vous dis il a gagné en maturité, qu'est-ce que vous dites? En maturité, il a gagné beaucoup. Je crois qu'il a compris, hein, avec l'âge, qu'il a compris qu'il faut mettre très loin des réactions négatives sur un terrain. Le terrain, on doit jouer, on doit être présent techniquement, physiquement, mais sur un autre plan, je crois qu'il a corrigé beaucoup de choses et c'est tout le bénéfice que l'équipe nationale aura dans les prochains matchs. Alors, j'aime pas disséquer comme ça, faire sortir des joueurs du lot. J'ai dit, on avait un grand avoir hier, Ben Sebaini. On est revenu sur la 100e sélection de Mendy. Alors, il y a un joueur, je l'ai laissé, c'est également, on l'a vu, il est bien loin de son meilleur niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez compris de qui je parle, du capitaine Riyad Mahrez, qui hier est sorti à la 70e minute de jeu, mais il
certains diraient que Mahrez joue sur son nom. Mais on l'a vu, il n'a plus le même impact sur le jeu du 11 national. Il était, même s'il était dedans, moi je dirais qu'il était à la touche. Hein. Pratiquement les matchs que Mahrez est en train de faire avec l'équipe nationale est trop loin de ce qu'on attendait. Hein. On ne peut pas remettre en cause ce joueur qui a tant donné. Mais non, mais on va le régler ça une fois pour toutes. Profond respect pour le joueur. Personne n'oubliera ce qu'a fait Mahrez. Mais il y a la réalité. Il y a les matchs qui se jouent, mais là, on ne joue pas sur le fait ce qui est passé. Il y a l'instant T. À l'instant T, il faut répondre présent. Eh oui, l'instant T, je crois qu'il est out. Et j'ai vu pratiquement quand dans la conclusion, je dirais que les remplaçants étaient en meilleure approche offensive que certains titulaires. L'incorporation de Farsi a été à la passe du but de Mora. Non, mais je voudrais rester sur Mahrez, sur sa prestation. Oui, pour vous dire que Mahrez était out, et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, la composante d'une équipe, elle ne se fait pas derrière le passé du joueur, ni derrière le nom du joueur, mais elle se fait au présent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut donner dans un match et au moment voulu. Ce qu'on attend de Mahrez, je crois, même lui, il comprend un peu bien sûr, mais il a... Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a cette capacité d'analyse de ses performances. Il sait quand il est bon et quand il n'est pas bon. Je l'ai déjà vu analyser ses performances en disant lui-même, j'ai pas été bon aujourd'hui. Et hier, c'était le cas également. Oui, il fait son analyse, mais je dirais, il y a un chef qu'on appelle le sélectionneur national. Vous devez savoir, certains joueurs, même si on prend le cas de Messi, par exemple, en Argentine, il a été à un moment donné très loin de ce que l'Argentine attendait de lui. Mais je crois qu'il y a eu un travail mental qui a été fait avec ce joueur, parce que, quelque part, la qualité intrinsèque, on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain, mais je crois que Mahrez a besoin qu'on lui parle beaucoup, a besoin même parfois de le mettre sur le banc avant l'entame du match et ensuite le faire rentrer, parce que il peut peut-être renverser des situations dans des moments difficiles, et cette approche, il faut que, à mon avis, Petkovic doit discuter pleinement et doit pas responsabiliser, parce que quand on responsabilise beaucoup un joueur, il peut sortir un petit peu du match. Je dirais qu'il faut que l'approche discussion, c'est une approche entre le joueur qu'on a connu et le joueur qui est en baisse de forme actuelle. Voilà, en baisse de forme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve un peu... Il y a une prise de poids un peu. Je ne sais pas si vous... Ah, là... C'est pas sur l'image, sur l'image qui est renvoyée. Je sais pas. Je dirais si on va comparer le poids qu'il avait... quand il était à Man et quand il était dans des clubs plus huppés, et aujourd'hui, je crois qu'il a pris du poids. Ah, vous partagez, c'est ce que j'avais l'impression de voir hier. Entièrement d'accord, d'accord. Eh oui, entièrement d'accord. Et ça fait la différence, C'est très important. Très important, il faut se maintenir. On a vu des noms de grands noms. Mais vous prenez Pep Guardiola, quand les joueurs arrivent, il leur montre son doigt, il dit vous voulez comme ça, vous devez perdre tant de kilos, c'est très important. C'est important parce que, écoutez, le corps, on doit le mener dans un match, on doit le prendre en charge, le corps. Mais quand il prend du poids, pratiquement la vitesse se perd. C'est un poids qui doit être en muscle et pas en graisse. Alors, on va parler d'un joueur qui, il faut le dire, à chaque fois, sur ses prestations, il y a eu de gros débats sur ses différentes prestations. Là, sur les 5 derniers matchs, il a marqué 4 buts pour l'équipe nationale. Il s'agit de Brahma. On va écouter Petkovic parlant de Brahma. Ho sentito qualcosa anche ho letto. Moi, j'ai entendu quelque chose, j'ai aussi lu quelque chose, mais moi, je ne fais pas des statistiques. Si je me rappelle bien, tous les matchs que Saïd a joué avec moi en tant que coach de l'équipe nationale, le joueur a fait tout le temps des bons matchs. Il a mis des goals, mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont profité et ont eu aussi la possibilité de mettre des goals.
Ce serait, disons, un petit peu strict de parler seulement de Saïd Benrahma, parce que pour nous, l'essentiel, c'est de parler de toute l'équipe. Mais dans ce chemin, on doit encore être meilleur, mais je suis convaincu qu'on a vraiment une bonne possibilité de progresser encore. Che abbiamo tante possibilità ancora per miglioramento. 4 buts sur les 5 derniers matchs. Il est en train de, il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir s'installer dans le 11 national. C'est ce qu'on peut dire? Il a marqué 2 buts hier, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini. Non, j'ai dit 4 buts sur les 5 derniers matchs. Oui, il revient un petit peu dans sa forme au club, mais en équipe nationale, je dirais... Il est en équipe nationale, je trouve, il est sur courant alternatif, lui. Ah oui, il est sur courant alternatif, il n'est pas... C'est-à-dire capable du meilleur, du pire, voilà. Ah oui, il est capable de faire un match, il est capable d'être un petit peu out dans le match. Je dirais qu'il y a eu trop de questionnements autour de ce joueur, même s'il y a une réponse de la part de Petkovic qui reste seul responsable de son 11, mais quand c'est tout le monde qui remet un petit peu en cause cette baisse de régime, baisse de régime et parfois il sort son grand jeu, je crois que l'entraîneur c'est ce qu'il fait, il essaye de le mettre en confiance lui aussi, parce que trop souvent il a fait dans l'hésitation, trop de critiques sur ce joueur, et la confiance elle est l'arme importante pour chaque joueur pour faire évoluer grandement ses performances. Alors, je voudrais rester avec vous toujours concernant le 11 national. La question, est-ce que pour vous, l'entraîneur national est à la recherche de son système, de l'animation, en passant des fois à 3 axios, là on revient à une défense plate, au milieu de terrain, on a vu les différents changements. Est-ce que pour vous, il est à la recherche? Il a la recherche, mais la variation dans les systèmes de jeu, c'est très important dans le football moderne. Hein. On doit jouer avec ce que fait l'adversaire dans un match. Donc, trop souvent, il faut trouver les solutions dans le match avant les remplaçants. Donc, je dirais, donner un petit peu des systèmes et faire dans la variation des systèmes, c'est très important, d'autant plus que l'équipe nationale elle est dans une situation positive. Hein. Elle est sur une forme ascendante. Depuis l'arrivée de Petkovic, il y a une seule défaite, oui. C'est la Guinée, je le rappelle. Non, mais en attendant, moi je dirais, il ne faut pas trop vite aller en besogne. On a été comme ça, hein. Avant, on se qualifiait pratiquement avant l'heure. Maintenant, sur ce plan, je dirais que Petkovic continue. Il est dans la continuité des résultats. Avec Djamel Belmadi, on avait fait 16 points sur 18 possibles. Hein, ouais. Avant la Côte d'Ivoire. Dans la continuité, chose est sûre, c'est qu'on n'a pas réussi dans les sorties importantes. C'est là où... La seule sortie, la seule sortie, c'était l'adversaire le plus cohérent, c'était la Guinée, que nous avons joué en match officiel, et la Guinée nous avait battus. Voilà. Elle nous a battus, elle a été meilleure que nous, mais je reste persuadé. Mais c'était les débuts de Petkovic également, disons. Oui, et c'est l'une des raisons que j'ai commencé, qu'il y a une évolution. Hein, on ne peut pas être tout de suite performant. L'entraîneur, il vient, il doit mettre pratiquement son style, son système, sa philosophie relationnelle avec les joueurs, et tout ça pour donner le meilleur. Le meilleur, il vient en faisant évoluer l'équipe à chaque match. Donc hier, c'était 5 buts, hein, on marque pas assez. Aujourd'hui, on marque assez, même si on a encaissé un but pratiquement sur une erreur d'incompréhension. Mais ce qui est sûr, les changements perpétuels dans l'équipe, dans certaines zones du terrain, fait que peut-être Petkovic est à la recherche de meilleur recadrage, parce que le football, c'est l'équilibre et le recadrage dans les situations. Alors, vous avez parlé de relationnel, de groupe, de joueurs qui changent. La question, même si certains disent non, ce n'était pas l'heure après le match, mais c'est des dates FIFA, on pose toutes les questions. L'entraîneur est libre de répondre ou de ne pas répondre aux questions. Personne n'a interféré sur le choix de l'entraîneur. C'est lui qui décide. C'est une conférence de presse. Alors, la question lui a été posée concernant Fares Shaibi.
Fadel Chaibi a une évolution sur le dossier. Il y a cette déclaration de son entraîneur, Top Moller, à l'Eintracht Francfort. Qu'est-ce qu'il dit, Top Moller? Il dit c'est un joueur qui s'est très bien intégré, qu'il répond à ce qu'on attend de lui, et aujourd'hui, eh bien, il est adoré par tout le groupe. En filigrane, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, et en filigrane, il dit ben, c'est un joueur adorable qui devrait être adopté par tout le monde. Or, même si rien n'a été dit concernant le 11 national, il y a eu un problème relationnel qui s'est posé au début entre l'entraîneur national et le joueur. Du coup, écarté de la sélection. Alors, est-ce que l'entraîneur pense toujours à faire appel à Fadel Chaibi? On va l'écouter. Sicuramente giocatore che per futuro potrebbe essere anche C'est un joueur qui pourra être sûrement important pour l'équipe nationale, mais maintenant j'ai choisi les joueurs qui selon moi sont les meilleurs. Voilà, c'est clair, elle est courte la réponse. C'est un joueur qui sûrement sera important dans le futur, mais pour le moment, et là on respecte, choix de l'entraîneur, il a choisi son groupe. Qu'est-ce que vous dites? Ah, puis il a été décisif dans sa réponse. Hein. Non, clair, net et précis. Ouais, ben c'est bien, moi j'aime bien la clarté. J'aime bien que les choses soient claires, qu'on dise les choses clairement. Non, en étant un peu énervé, hein, parce que je viens de l'écouter, il était un petit peu énervé de cette question. Il est le seul et le dernier. Hein. Non, lui, il a très bien pris. Il voulait répondre à la question, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, même Moller, il a parlé de l'intégration. Donc, tout joueur, on doit l'intégrer dans une équipe et adorer. Hein. Mais maintenant, il n'a pas donné les performances de ce joueur. Non, il n'a pas donné une explication claire. C'était comme on dit maintenant, c'est un tweet ou voilà, c'est un truc qu'il a balancé sur les réseaux sociaux. Top Moller, voilà, c'est ce qu'il dit. Je peux vous le donner d'ailleurs. Hein. Mais non, je crois que Chaibi, c'est mon avis personnel. Hein. Oui. Il est jeune, il a du potentiel, il joue dans un championnat pas facile. Il joue en Bundesliga, à l'Eintracht. Il était sélectionné U23, donc je crois U21 ou U20. Oui. Donc je ne crois pas qu'un joueur qui a ce parcours, hein, même s'il est encore dans la formation complète, je dirais qu'il a la possibilité d'être parmi les sélectionnés. Hein. Je ne peux pas dire parmi le 11, mais je dirais parmi les sélectionnés de l'équipe nationale. Maintenant, Petkovic a son avis. Je viens de dire, on respecte le choix de l'entraîneur. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui respecte le choix, hein, parce que j'ai horreur. Voilà ce que dit. Voilà ce que dit. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui laisse de côté un joueur qui peut lui donner dans un match. Voilà ce que dit Top Moller, si vous permettez. Oui. La traduction, on vous donne la traduction. Fadel est un peu sous-estimé en ce qui concerne son travail acharné en défense. Ce n'est pas seulement un bon technicien, il est très apprécié des joueurs et du staff technique. Ça, c'est Top Moller qui balance ça. Voilà. C'est pour ça. Donc il a résumé un petit peu le joueur. Déjà le fait qu'il est très estimé, peut-être qu'il a peut-être un travail à faire sur un plan. Il le dit, ouais. Oui, voilà, il dit que ce n'est pas seulement technique, c'est un joueur qui a de grandes qualités également dans le travail défensif. Oui, donc. Mais maintenant, c'est un choix. C'est un choix qu'on respecte. Qu'il faut respecter. En attendant. Moi, j'ai bien aimé la réponse de l'entraîneur. Oui. Elle est claire, nette, précise, tranquille. En attendant des jours meilleurs à Chaibi. Après, on verra. D'ailleurs, après, on verra, comme dirait nul ne sait ce que nous réserve l'avenir, comme dirait l'autre. Oui, il y a beaucoup de matchs, la porte, il faut dire, il a un groupe de joueurs sur lequel il va se baser ou disons travailler dans le futur pour préparer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et c'est bien engagé, qui aura lieu en décembre 2025 ou fin décembre, oui, ou peut-être 2026, on verra comment est-ce qu'ils vont régler les problèmes de calendrier, et puis il y a les qualifs pour la Coupe, pour la Coupe du Monde. Alors, on l'a dit hier, cette victoire, on est à un point d'une qualif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je vais rester avec vous. Aujourd'hui, ça y est, on a quasiment assuré la qualification. Est-ce que l'entraîneur peut rentrer sur les prochains matchs
dans une période où il va faire peut-être ce qu'il veut faire. Il est plus relâché, plus tranquille, on est qualifié. Donc, tenter des choses, tenter, essayer, voir, ou bien consolider ce qui a été fait. Pas avec beaucoup de changements, hein, parce que si à chaque fois on voit encore un remue-ménage au niveau de l'effectif, ça veut dire c'est pour ça que je vous ai dit consolider, football, hein. consolider ce qui a été fait. Consolidation de l'acquis et correction de ce qu'il faut corriger. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers une équipe collective, une équipe, comment dirais-je, qui donne du tonus, qui donne de la confiance. Puisque quelque part, hein, on a vu des maladresses. C'est vrai qu'en football, il y a toujours certaines maladresses, mais des maladresses comme on a vu hier dans le match ou dans d'autres matchs, je crois qu'il faut les mettre, qu'il faut les corriger, qu'il faut très vite corriger parce que les matchs ne se ressentent pas, l'adversaire, c'est pas les mêmes adversaires, donc on peut tomber sur des adversaires et sûrement on va jouer contre des adversaires plus aguerris, plus expérimentés. Donc, et puis d'une qualité technique supérieure au Togo. Oui, il est important de trouver le 11 très vite. Le 11 très vite pour le mettre en confiance, pour que déjà la cohésion, dégager sa colonne vertébrale. Oui, sa colonne, c'est les automatismes. Donc, à la recherche de la meilleure équipe, si on va rester à la recherche, on va perdre le collectif. Disons, pourquoi je vous ai posé la question? Parce que dans le même temps, bon, la difficulté dans le même temps, il y avait les qualifs, phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde, et dans le même temps, il arrive, il n'y a que des dates FIFA, donc il est tenu par le temps. C'est la grosse difficulté pour l'entraîneur national dans une phase de reconstruction. C'est toute la difficulté. Et heureusement qu'on est à un point de se qualifier. Donc ça va lui donner, ça va lui permettre peut-être d'essayer et d'essayer bien sûr avec ce qu'il a dans la tête. Hein. Parce que dans la tourmente, on reste toujours dans l'expectative. Maintenant, il faut qu'il y ait une ferme décision. Quels sont réellement les compartiments sur quoi on doit mettre beaucoup de temps pour corriger les lacunes. Est-ce que réellement c'est dans le collectif que ça ne marche pas? C'est dans cette relationnelle que ça ne marche pas? Parce que moi, je ne suis pas adepte de ceux qui disent, voilà, on n'a pas une défense. Non. Quand on n'a pas une défense, on va jouer en regroupement. Je dirais, moi, j'aime pas, on n'a pas. Il y a de la qualité, il y a des joueurs. Après, il faut trouver justement. Mais non, cette relationnelle collective. Parce que aujourd'hui, on a changé les termes en football et on parle de bloc. C'est un bloc qui doit se déplacer. Un bloc qui se déplace par ses compartiments, c'est un bloc qui est donné à s'ouvrir. Et quand on s'ouvre, on laisse des espaces. Et le football, c'est à la recherche constante d'espace. Hein, je pense qu'hier, c'était symptomatique. Au deuxième but de Barrahma, le Togo s'est complètement ouvert. Ah oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui, c'est ça les solutions. Hein. C'est quand on marque, on met l'adversaire en difficulté, sauf si l'adversaire ne peut pas prendre ne peut pas prendre, si vous permettez, une tannée et un score lourd. Sinon, quand il veut revenir au score, c'est dans cette réaction défensif, offensif, que chaque équipe doit trouver des solutions rapides pour se mettre et pour mettre en danger l'équipe adverse. Très bien, on va écouter les joueurs maintenant, notamment Ryan Aït-Nouri qui revient sur le match, mais également sur cet accueil fabuleux public de Annaba. Ils sont fabuleux partout où passe l'équipe nationale, mais hier également à Annaba, il y avait une superbe ambiance. On a fait un bon match, on a pris les 3 points, je pense que c'est le plus important. Maintenant, voilà, il nous reste un match lundi au Togo. Là, on va aller là-bas, on va prendre les 3 points. Ah, magnifique, comme d'habitude. Hein. Magnifique, franchement, ils sont toujours là pour nous soutenir. Et j'espère qu'on leur a fait plaisir sur le terrain. Je pense que c'est la moindre des choses. Et ouais, comme j'ai dit, Inch'Allah, on va continuer comme ça. Voilà, continuer comme ça. Mais déjà, il se projette, ça, il a oublié, vous avez vu, professionnel. Hein, match terminé, et déjà, il se projette sur le prochain match. C'est un match qui commence il doit être dedans, hein, parce que c'est une récupération.
une régénération, ensuite un déplacement et ensuite le match. Le match, c'est lundi, donc on est trop près. Donc c'est l'une des raisons que tous les joueurs, quand ils terminent un match, et ils ont un match juste après, donc ils ont un petit peu de répit, ensuite ils se mettent dans le deuxième match. C'est important. Et on va écouter maintenant Mohamed Farsi qui a fait un bout de match hier, hein, qui est rentré à la fin, vers la fin de la deuxième mi-temps. Puis là, on va aller au Togo, Inch'Allah. C'est un match compliqué, mais bon, on va tout faire pour chercher les 3 points et la qualification, Inch'Allah. On sait tous que jouer à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Peu importe tu vas où, jouer à l'extérieur, c'est toujours un match difficile. Donc, il va falloir avancer ensemble et puis travailler ensemble. Et Inch'Allah, on va chercher un bon résultat. Allez chercher, ben, on le voit à travers les propos des deux joueurs, il y a de la confiance. Il y a de la confiance dans le groupe à travers les derniers résultats. Vous parlez de Farsi, Oui. c'est là où il fallait, hein, à mon avis, poser la question. On a joué chez nous, Farsi, on l'a vu hein, lors du dernier match, on a été émerveillé par... Intelligent dans le jeu, ce joueur, intelligent. Il a remplacé facilement, je dirais, Attal. Hein. On s'est dit qu'on a trouvé l'arrière idéal, parce que l'arrière d'aujourd'hui, c'est un arrière défensivo-offensif. Donc Salivier, il se met dans la défensive tout de suite. Il est défenseur, il est à même un attaquant avéré sur les couloirs et dans la profondeur, et on l'a vu. On l'a vu hier, je me suis posé la question, jouer chez nous, donc on se devait d'y aller devant, se devait de porter encore de l'assise offensive par les latéraux. On l'a bien vu sur le flanc gauche où il y avait beaucoup d'animation et c'est de là qu'on a pu marquer. Mais à droite, un petit peu, effectivement, Mendy, il est là, il est présent dans les balles aériennes. Mais sur un plan offensif, je crois qu'il n'a pas cette vitesse. Il est monté plusieurs fois, notamment on l'a vu sur ses centres. Il a essayé d'apporter le surnombre sur le plan offensif également. Il l'a fait. Oui. Pas en première mi-temps, beaucoup plus en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, parce que il y avait le but qui a été inscrit en deuxième mi-temps, et à partir de là, il y avait des ouvertures hein, sur les côtés. Mais je crois, parfois, j'aurais peut-être accepté, et ça c'est l'entraîneur qui décide, j'aurais peut-être accepté un Mendy avec une défense renforcée, au Togo peut-être, hein, parce qu'on va jouer à l'extérieur ou dans d'autres matchs, mais Farsi, dans l'offensive, il pouvait donner un redressement offensif, un redressement milieu terrain et un recadrage défensif, puisqu'il a cette vivacité, cette vitesse de se reprendre de l'offensif à la défensive. C'est très important dans le football moderne parce que les latéraux aujourd'hui jouent un rôle et un grand rôle, même quand on parle des milieux de terrain. On a vu quand il y a eu recadrage de Boudaoui et de Aouar dans les intervalles entre les attaquants, je crois qu'il y avait plus d'opportunités offensives en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et bien voilà, on aura passé en revue la prestation de l'équipe nationale. Prochain match ce lundi. L'Algérie est à 1 point de la qualif. Merci mon Adouardi. Merci. C'est moi qui vous dis merci d'avoir été avec nous pour décortiquer ce match du 11 national, se projeter également sur ce match de lundi face au Togo, revenir sur l'analyse sur un plan collectif, mais également sur une analyse individuelle de la prestation des joueurs. 11h47, on va parler maintenant, on reste avec nos équipes nationales, cette fois-ci les U20 qui préparent le tournoi de l'UNAF. L'équipe est en stage pour tenter de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie sur cette tranche d'âge des U20. C'est un reportage signé Hamza Rahmouni. Après plus d'une année de préparation, l'heure de vérité pour nos U20 sonnera le 12 novembre, à l'occasion du coup d'envoi du tournoi qualificatif à la CAN 2025 qui aura lieu à Suez en Égypte. La Fédération algérienne de football, qui a confié les destinées techniques de cette sélection à Yassine Mana, au vu de son parcours avec la catégorie réserve du CS Constantine, s'attend à la qualification des Verts en phase finale. D'autant plus que le format de qualification est avantageux pour les Algériens, puisque ce sera sous forme d'un tournoi zonal, regroupant les 5 sélections d'Afrique du Nord. Du coup, la sélection évitera les voyages au fin fond de l'Afrique. Sur le travail qui a été effectué depuis 1 an, le sélectionneur national Yassine Mana dresse un bilan.
Ça fait maintenant un an que je suis sur la tête de cette équipe du U20. On a essayé tout d'abord, on a passé 2 à 3 stages. Disons que c'était des stages de sélection. On a essayé de mettre un groupe sur place. Et après, on a essayé de mettre chaque fois des principes des jeux, des organisations, que ce soit défensivement ou offensivement. Je ne vous cache pas qu'on a trouvé des grandes difficultés parce que les jeunes, on ne dit pas mal formés, mais ce ne sont pas vraiment forts tactiquement. On essaye de travailler avec ce qu'on a. On essaye de faire le maximum. Au terme du match amical disputé mercredi face à la Mauritanie au stade Mustafa Tchaker de Blida et qui s'est soldé sur un nul de 2 buts partout, les Verts ont montré des signes inquiétants. C'est également l'avis de Yassine Mana qui estime que l'équipe n'est pas encore prête et qu'un renfort est nécessaire à moins d'1 mois de cette compétition. Bon, actuellement, vraiment, on n'est pas vraiment prêt à 100%. On cherche toujours 2 à 3 postes à renforcer à l'extrême urgence prochainement. Je peux pas vous citer les postes, mais je sais qu'on a un manque au minimum aux 2 postes. On va essayer de faire un petit recrutement le plus vite possible, juste pour donner un dernier coup de pouce pour ces jeunes. On va faire le maximum, Inch'Allah, en Égypte. Pour le sélectionneur national, la Tunisie et l'Égypte seront les principaux favoris lors de ce tournoi qualificatif en raison de la stabilité technique que connaissent ces 2 sélections. Il y a l'Égypte, il y a la Tunisie, ils sont vraiment un peu d'avance par rapport à nous, ça c'est clair. Ils ont des bons joueurs, une équipe déjà qui est sur place déjà pendant au minimum 3 ans, continue à travailler. Mais malgré ça, on va essayer, Inch'Allah, de faire le maximum. Et on va pas y aller là-bas pour être victime, Inch'Allah. On va jouer jusqu'au bout, on va tenter jusqu'au bout, Inch'Allah, on va décrocher une place. La sélection des moins de 20 ans, dont la dernière participation à la phase finale de la CAN remonte à l'édition 2013 organisée à domicile, doit terminer ce tournoi à la première ou seconde place pour se qualifier à la phase finale de la CAN que l'Algérie a remportée une seule fois dans son histoire, c'était en 1979. Voilà, donc on souhaite bonne chance à nos U20. Ça va être très compliqué d'arracher. Il est vrai que pour le tournoi UNAF, si l'Égypte prend l'organisation, il y aura une place supplémentaire du tournoi UNAF, bien évidemment, si elle prend l'organisation. On va revenir à la Ligue 1. La Ligue 1, eh bien, on va s'intéresser à un club. C'est le Mouloudia Al Bayed qui avait été frappé, rappelons-le, l'année dernière. Un accident du bus transportant l'équipe avait coûté la vie à leur gardien de but. Des blessés, ça les avait lourdement handicapés. Mais malgré cela, ils ont réussi à se maintenir. Cette année, après 3 journées, eh bien, l'équipe occupe la dernière place au classement. Une position, il faut dire, qui surprend les supporters qui s'attendaient à un autre parcours en cette entame de saison. La direction d'Al Bayed avait promis d'ailleurs un meilleur parcours. Sur les raisons de cette mauvaise entame de saison et les conséquences que cela pourrait avoir sur l'avenir du club, les détails avec Ali Hamouche. Le Mouloudia Al Bayed entame très mal sa saison avec 3 défaites en 3 matchs, 3 buts encaissés et 0 but inscrit. Le Mouloudia Al Bayed est parti pour vivre le même scénario que celui de la saison passée où le club avait frôlé la relégation. Al Bayed avait dû attendre les dernières journées pour assurer son maintien, terminant la saison à la 11e place au classement, un parcours bien loin de celui réalisé l'année d'avant pour sa première saison en Ligue 1 avec à la clé une surprenante 4e place. Ce début de saison catastrophique du Mouloudia Al Bayed n'est que le résultat logique d'une combinaison de plusieurs problèmes, estime l'entraîneur de l'équipe première, Fouad Bouali, qui a pris les commandes cet été. D'abord, sur le plan humain, dès le départ, on manque de joueurs essentiels dans l'échiquier de l'équipe et du Mouloudia. Le président n'a pas pu recruter des joueurs qui puissent donc rivaliser avec d'autres. Donc, une préparation tardive. Après aussi, l'arrivée des joueurs très en retard. Il y a aussi le calendrier qui n'a pas été favorable, donc on joue de grosses équipes, Sétif et l'USMA, aussi une très bonne équipe de Biskra aussi. À tout ça, il y a un problème financier qui dure depuis l'année passée, depuis une année. On a un groupe qui est là, mais qui n'est pas là en même temps. On ne peut pas faire plus que ça. Une image illustre parfaitement la situation difficile à laquelle est confronté le Mouloudia Al Bayed. À l'issue de la dernière rencontre en championnat face à l'USM Alger, défaite 1-0, les joueurs sont allés vers le rang central pour poser leur maillot à terre en signe de protestation par rapport à leur situation financière. Les joueurs attendent toujours de toucher leur dû. Si la situation perdure, une grève n'est pas écartée, avoue le coach Fouad Bouali. Ils ont fait
c'est pour aussi lancer un SOS aux responsables du football algérien, aux responsables du club. Si les choses vont persister, sûrement il va y avoir plus grave que ça, avec des grèves à répétition. Et il y a beaucoup de clubs qui ont payé les pots cassés. Il y a beaucoup de clubs qui sont plus là. Et après voilà, donc chacun doit prendre ses responsabilités. Je me dis que si on va se taire et ne rien dire et continuer à travailler face de la situation, le plus grand perdant, c'est le club. Les joueurs ne sont pas les seuls à être impactés par cette crise. Le staff technique aussi tente tant bien que mal de gérer le quotidien entre entraînement et match. Mais jusqu'à quand? La patience a des limites pour Fouad Bouali, car il n'est pas question qu'il endosse la responsabilité de ses mauvais résultats. On va être patient. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, j'aimerais pas être le bouc émissaire, j'aimerais pas être le dénant de la farce et j'aimerais pas endosser le résultat final parce qu'il n'y a que le coach qui va être visé, il n'y a que le coach qui est responsable dans la défaite. Quand je suis venu, j'ai discuté avec le président du club, on s'est vu, et pour moi, donc c'était une question d'une semaine à 2 semaines maintenant, les choses allaient se régler. Malheureusement, on est à 2 mois et rien ne s'est réglé et ça va empirer sûrement parce que plus on prend du temps, plus les dettes vont s'accumuler pour le club. À tous ces problèmes viendra s'ajouter la difficulté de la compétition. Après l'entente de Sétif, l'USM Alger, le Mouloudia d'Al Bayad jouera en déplacement face à une autre grosse cylindrée du championnat, le Chabab de Belouizdad, qui est à la recherche de sa première victoire de la saison. Et la rencontre aura lieu demain au stade du 5 juillet. Chabab de Belouizdad, Mouloudia d'Al Bayad. On va terminer avec le Mouloudia d'Oran. Voilà, le Mouloudia d'Oran. Eh bien, qui voit son entraîneur être démis de ses fonctions, en l'occurrence Youssef Bouzidi. Eric Schell, le franco-malien, arrive pour diriger le Mouloudia d'Oran, mais le limogeage de Youssef Bouzidi était prévisible bien avant le début de la saison. Avec vous, on va revenir sur la nomination et le choix d'Eric Schell et le parcours du Mouloudia d'Oran. Sidi Ahmed Fatahi, bonjour. Bonjour Mahmal, bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, le MCO qui n'a pas aussi mal débuté la saison que ça, avec 4 points dans son escarcelle. Je vais y arriver. Bouzidi est démis. On ramène un nouvel entraîneur. Ça a tardé à se dessiner. On parlait de lui déjà depuis quelques jours. Il aura fallu attendre cette fin de semaine pour voir la nomination de Eric Schell être confirmée. Pour cause, il y a plusieurs détails qu'on va passer en revue justement sur cette nomination. La première question qu'on lui pose en conférence de presse à Eric Schell, qui avait été, on le rappelle, sélectionneur du Mali, il avait même atteint la demi-finale de la dernière CAN avec les Maliens. On lui demande est-ce qu'il sait qu'au MCO il faut gagner d'entrée. On va écouter sa réponse. Donc moi, si je suis venu là, c'est pas... Il y a bien sûr qu'il y a le projet de jeu, mais les gars, j'ai envie de gagner quelque chose, moi. Donc non, s'il y a quelque chose à aller chercher, on va aller le chercher. Moi, ce que je garantis, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette équipe. Et le but de cette équipe aujourd'hui, c'est pas une question de club ou de pas club. Ils ont fait le début de saison qu'ils ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils souffrent, mais ils savent qu'il y a des supporters derrière eux. Et maintenant, c'est à nous de leur montrer qu'on peut être supporté, qu'on mérite que ce public nous supporte. Non, on entend, il y a quand même une pression des supporters. C'est un peu la rue qui décide, comme un peu partout dans tous les clubs. Il n'a pas participé au recrutement, le groupe, c'est pas lui qui l'a monté, il arrive, il va devoir faire avec ce qu'il a sous la main. Tout à fait, et on lui a demandé de faire des résultats très rapidement, mais lui, pour signer avec le MCO, il a voulu avoir des garanties dès le départ, sur notamment le centre de formation, sur les jeunes, parce que c'est un entraîneur qui propulse beaucoup de jeunes en équipe première, et justement, on va l'écouter sur le projet du centre de formation. De là à dire que j'ai demandé à mon président de construire un centre de formation demain, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, qui se pense d'abord. Voilà, il faut poser les premières pierres, et les premières pierres, c'est déjà de faire en sorte d'intégrer des joueurs, et puis d'avoir des résultats. Parce que tout ça, un centre de formation, ça coûte de l'argent. Donc bien sûr que c'est dans le projet. Voilà, aujourd'hui, un club comme le MCO doit avoir un centre de formation qui va lui permettre aussi de pouvoir vendre des joueurs, voilà, et puis déjà les promouvoir dans leur équipe première, et ensuite à moyen terme ou à long terme de les vendre. Voilà, à moyen terme ou à long terme de les vendre, ça va être compliqué. Ça, c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme. Alors que lui, il doit gérer l'instant T. Mais lui, lors de sa signature, c'est ce qu'il a demandé aux dirigeants. On va écouter cette dernière déclaration en conférence de presse.
c'est l'objectif. Et aujourd'hui, tout l'objectif, en vrai, c'est de penser professionnel et de reprofessionnaliser tout ça et de faire en sorte que dans un avenir proche, le MCO puisse être très très haut dans le classement. Voilà, son projet, c'est professionnaliser le club. Va-t-il avoir le temps de le faire? La question est là. Réponse dans les prochains mois. Dans 3-4 matchs. Peut-être plus. Merci Sidi Ahmed Fathi. On arrive à la fin de ce Football Magazine. Je le disais, c'est concernant le maillot de l'équipe nationale. Présentation faite à Marseille, alors qu'il aurait fallu la faire ici, en Algérie. La question avait été posée aux responsables d'Adidas. Pourquoi Marseille? Non, c'est pour créer un pont entre les deux rives. Oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème de créer un pont entre les deux rives. Mais il aurait fallu profiter du match contre le Togo pour aller à la présentation du maillot du 11 national. Certains diront, vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter aux États-Unis ou au Canada. Oui, c'est sûr qu'on peut l'acheter. Vous plaît le maillot? On peut l'acheter aux États-Unis ou au Canada. Mais le problème, c'est de l'acheter en Algérie. Tous les supporters de l'équipe nationale, malheureusement, ne trouvent pas ce maillot sur le marché. Donc, lancement complètement raté. Concernant le modèle, oui, le maillot est beau et on s'arrêtera là. C'est Adidas qui l'a fait. Merci. Il est 12h à la réalisation. Fouad Hamadi. Prochain rendez-vous 15h avec Sidi Ahmed Fathi. Ce sera de 15h jusqu'à 23h parce que le dernier match débute à 20h30. Voilà, vous avez le programme complet de cette journée. Merci. Au revoir.